Bonjour. Alors, troisième et dernière capsule là, sur la dynamique de rotation. On va parler du moment de force. La lettre, le symbole qu'on utilise pour un moment de force, c'est tau. Ces unités sont des newtons fois des mètres. Et pourquoi on a besoin de ça? Le moment de force, dans quel contexte? Ben, c'est que c'est l'équivalent d'une force en rotation et on a l'équivalent de la deuxième loi de Newton en rotation qui s'appelle la deuxième loi de Newton en rotation ici. Euh, la sommation des forces équivaut l'inertie fois l'accélération. D'accord? C'est un alpha, la lettre grecque alpha, pour l'accélération angulaire. Le lien entre l'accélération et l'accélération angulaire, on s'en rappelle, on a vu ça en cinématique de rotation, probablement plus tôt dans votre session. Comment on calcule un moment de force, j'y reviendrai, mais au fond, il y a quatre trucs là à vérifier. Le signe dans le sens de rotation, ça va faire tourner l'objet dans un sens ou dans l'autre. Et deux trucs multipliés avec un troisième truc. Ok, je vais juste enlever ceci de là. Donc, c'est une multiplication de trois trucs avec le bon signe. J'y reviendrai. En fait, ce qui est chouette avec les moments de force, c'est que vous avez déjà une excellente intuition de ce que c'est. On peut lui offrir une définition. Un moment de force, là, je l'avais dit plus tôt, c'est un genre d'efficacité d'une force à produire une accélération, c'est-à-dire changer la vitesse angulaire. On peut écrire les deux, là. Produire une accélération angulaire, ou on peut dire changer oméga, produire une variation, changer oméga, produire une variation. On s'entend que c'est la même chose, là, parce qu'une accélération, c'est un changement de vitesse angulaire. Une accélération angulaire. OK. L'idée, ben, je vous dessine une porte, vue en 3D. Donc, une porte sur un mur. Il y a deux attaches, une ici, une là. Et on pourrait voir la porte ouverte, là, comme ça. Peut-être un peu plus bas pour être aligné avec le plancher. Bref, une porte. Puis là, la suite du mur, puis ben, probablement le plafond en haut, là. OK, une porte en 3D. Ouf! Voici la poignée de la porte, là. L'idée, c'est que vous saviez bien que on ne peut pas faire tourner la porte en exerçant notre force n'importe comment. Hein? Si je viens appliquer une force directement ici, est-ce que la porte va bien tourner? Est-ce que la force est efficace à faire tourner, accélérer en rotation la porte? Non. Aussi, si je tire là exactement dans la direction, dans l'axe de la porte, comme ça, avec ma force, elle ne sera pas très efficace. Hein? Je vais vous présenter une autre vue, là, vue du haut, pour que ce soit plus simple. Si j'ai ma porte comme ça, et puis que je vous la présente vue du haut, je pourrais même la faire de côté, là, simplement, pour que ce soit visiblement plus peut-être agréable. Ça, c'est le pivot, la penture. On est vu du haut, donc on regarde là la tranche. Ce qu'on voit ici, c'est d'accord, la porte vue du haut. Et la force F1 que j'ai mis là, elle était appliquée juste là. Vous vous doutez que la porte ne tournera pas facilement en exerçant notre force ainsi. La force F2, je l'avais placée comme ça. Vous vous doutez que la force ne sera pas très efficace à faire un moment de force, faire une rotation de cette façon-ci. La force, celle-ci, disons, F3, pourra faire tourner la porte. Elle aura un moment non nul. Et disons que c'est toutes des forces de 5 newtons, toutes des forces de la même grandeur. La plus efficace sera celle-ci, F4. D'ailleurs,
c'est pas pour rien hein, qu'on met les poignées de porte de ce côté-ci. Donc, vous savez déjà au fond ce que c'est qu'un moment de force, puis vous savez comment exercer une force sur un objet qui tourne pour que le moment de force soit optimal. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, disons que je vous dessine ce vecteur-ci. Je l'appelle le vecteur R3. C'est comme le levier pour la force 3. La force 3, elle agit ici. Et à partir du pivot jusqu'à son point d'action, le point où la force F3 agit, on a le vecteur qu'on peut appeler le levier plus il est grand, plus le moment va être efficace. Le premier terme dans la formule, c'est ce R-là, le module de ce R-là. Ensuite, si je prends encore F3, il y a une composante de F3 qui sert à rien, qui est comme F2. Si je décompose F3, là, je vais prendre une couleur orange. Les composantes de F3 en X et en Y sont celles-là. Celle en X ne fera pas tourner la porte. La composante importante, c'est la composante de F qui est perpendiculaire à R, qui est comme F4. D'accord? La composante opposée, je vais prendre cet angle-ci et on va avoir F3, F, la force, opposée avec le sinus de l'angle. Donc, 3 trucs dans cette formule-là, plus le signe à vérifier. En général, on va prendre un sens de rotation positif antihoraire. Ceci dit, c'est un choix. Et on peut choisir le contraire si ça nous arrange, si ça facilite notre algèbre. J'avais mentionné dans la dernière capsule, là, ou celle d'avant, une situation comme ça ici. Le bloc M1, il faut faire l'analyse de Newton, trouver la somme des forces en X, en Y, pour avoir les équations. Même chose sur lui. Et sur lui, on va utiliser la deuxième loi de Newton en rotation. La somme des moments égale I alpha. Et comme les deux blocs vont bouger dans ce sens-là, vers la droite et vers le bas, bien, on choisira pour être cohérent nos axes ainsi et comme ça, et contraire à la convention pour le bloc 2 là, et la poulie, pour être cohérent. Si vous n'aviez pas vu ça, vous pouvez aller voir les capsules précédentes. Là. OK. Donc cet angle-là, disons que c'est peut-être l'élément le plus subtil, comment quel angle qu'on prend, là, l'angle entre R et F. Je l'ai mentionné tout à l'heure, on peut prendre la lignée de R et la continuer, puis ensuite dévier vers F, c'est cet angle-là. Le truc que je trouve le plus direct, là, efficace, c'est de retracer notre vecteur R3. Et de prendre F3 et de l'amener sur la même origine. Au fond, on veut voir l'angle entre les deux. Ben, ça c'est F3, ça c'est l'angle de F3, entre F3 et R. R3. Il y a un truc avec la main droite. Vous allez avec la main droite dans le sens de R3 jusqu'à la force et vous balayez avec votre main droite jusqu'à F3. L'angle que vous balayez là, c'est le bon angle. Super. Entre R et F. Ceci est un F. Donc voilà comment on calcule des moments de force. Pourquoi on veut calculer des moments de force? Ben, parce que on va avoir des situations où il y aura des objets en rotation. Puis on va devoir les inclure, les objets en rotation, dans notre analyse. Je viens de mentionner une situation avec les deux blocs là, et une poulie comme ça, où est-ce qu'on va devoir avoir une équation en X ici, une en Y. S'il y a du frottement, on aura besoin de la normale, ainsi de suite. Une équation ici en Y qui va être en X en fait. Là. On choisit notre axe des X, je le disais il y a à peine 2 minutes, de façon cohérente. Et on va avoir la somme des moments de force sur la poulie. Puis on va avoir un certain nombre d'équations, 5, 6, à résoudre avec un certain nombre d'inconnus.
On peut s'imaginer toutes sortes d'autres situations, une poulie qui soutient un bloc qui va tomber, qui pourrait être un autre sur un plan incliné. On peut parler d'un objet, un seul objet, mais qui translate en tournant. Vous aurez ça probablement dans vos exercices là, concernant le moment de force. Je dis tout ce que je voulais dire. Je peux mentionner qu'en réalité, le moment de force est un vecteur. Dans aucun cours de cégep, vraiment, on exige de vous que vous utilisiez vraiment le vecteur, parce qu'en fait, c'est un produit vectoriel. Dans la majorité des livres, on le présente quand même. Là, au chapitre 2 du Benson, on vous présente le produit vectoriel. Dans le La France aussi. Et voilà. Mais ce ne sera pas comme dans votre matière à examen. C'est pas un L qui va là. C'est une force, désolé. Puis, il y a le truc de la main droite, là. On balaye. Le R, il est comme vous le voyez sur le dessin ici, là. Le R, il est par là. La force, elle est par là. Donc, on met les doigts dans la direction de R. On tourne vers F. Et on obtient la direction du vecteur de moment de force. D'accord? Je vous le mentionne vraiment juste au passage. En général, dans tous les cours de cégep, là, ce qu'on vous fait calculer, c'est le module et le signe. Ah, il faut que j'en parle. Du moment de force. Le sinus de l'angle entre les deux. Je reviens là, le signe. J'ai oublié d'en parler. Je l'ai mentionné, là, mais une force qui ferait tourner dans le sens de notre choix aurait un moment positif, puis si la force fait tourner dans le sens contraire, il y aura un moment négatif. Comme par exemple, si je prenais une force F5, disons, et que je la mettais ici, la force F5, si vous vous imaginez là, fixez votre doigt, dans le fond, sur votre feuille, sur votre dessin, sur le pivot, puis tirez dans la direction de la force F5 à partir du point ici où la force F5 agit. Puis vous verrez que la feuille de papier va tourner dans le sens anti-horaire. Donc, ce serait le signe contraire. OK, je vais vous fournir un exemple où on calcule un moment d'inertie, des moments de force et une accélération angulaire, disons. Puis ensuite, peut-être un numéro plus complexe. Voilà. Peut-être deux. Ce sera ça pour la série de capsules sur la dynamique du mouvement circulaire. D'accord? On pourra faire le roulement aussi, peut-être. Là, on y viendra. On y viendra.